Bonjour tout le monde. Voilà, j'ai mis un peu de temps avant de faire une vidéo. Beaucoup m'ont dit fais une vidéo, les événements, on veut savoir. Je dis attendez, un peu de recul. Venez, on va voir ce qui se passe, on essaie de comprendre. Je vais un peu voir dans l'histoire de la région, dans la compréhension par rapport à la Torah, par rapport aux événements en cours, aux événements passés. Et on va essayer de faire un petit cours sur, faire une petite synthèse pour comprendre ce qui se passe. Et ne pas courir comme ça, plonger directement dans un cours, on va dire, de messianique à côté de la plaque, comme certains savent très bien le faire, malheureusement, pour eux, et d'avoir un peu plus de jugeote et un peu plus de réflexion par rapport aux événements en cours. Et vous allez voir que ce qui se passe, c'est pas simple. Euh, il s'est passé une chose assez impressionnante, mais vous allez voir que au-delà des événements qu'on est en train de vivre, il y a des événements, ça va comment dire, nous connecter à des événements encore beaucoup plus anciens et beaucoup plus profonds et beaucoup plus, on dit en hébreu, shorshi, à savoir, qui vont toucher la racine du pourquoi de ce qui se passe actuellement. Effectivement, est tombé un des régimes les plus terribles de la planète, un régime qui a assassiné des centaines de milliers de ses propres citoyens. Il n'y a rien. Les plus grands assassins de musulmans sont les musulmans eux-mêmes. Ok, entre chiites et sunnites, ils ont une longue histoire d'assassinats, de petites Shoah, puisqu'il faut savoir que en Syrie, entre le père et le fils, ok, de la famille Assad, ils ont tué pratiquement 1 million de personnes. Le père, dans les années 80, a assassiné des centaines de milliers. Le fils actuellement qui est tombé aussi. Donc ce sont de très 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 grands dictateurs, de très grands trafiquants de drogue, des gens qui ont énormément de sang sur les mains, bien plus que beaucoup même de, on va dire, de dictatures en place actuellement et de dictatures qui ont eu lieu aussi dans les années précédentes. On ne parle pas de la Russie communiste qui eux ils ont été waouh, et les Allemands aussi, les nazis, mais on va dire ces 60 dernières années, euh, on va dire peut-être que la Syrie est le plus grand, la dictature la plus assassine de la planète pratiquement. Il y a eu aussi au Laos, au Laos où, Pol Pot, à l'époque de Pol Pot, aussi ça a été pas mal, il y a eu 2 millions de gens assassinés. Dans un même peuple, d'accord. C'est pas, ils vont pas assassiner d'autres gens, ils s'assassinent entre eux. Bon, mais en quoi nous, ça nous concerne, et vous allez voir, c'est très important. Il faut comprendre que la région dans laquelle nous vivons, donc en Israël, le Liban, la Syrie, la Jordanie, est une région finalement, on va dire, euh, qui a été créée de toutes pièces, à part le royaume d'Israël qui est en train de renaître, une région qui a été créée de toutes pièces par un phénomène historique, des, des conséquences d'une histoire de l'humanité qui remonte à 1299, à savoir à la mise en route de ce qu'on va appeler l'Empire ottoman. L'Empire ottoman a commencé donc au XIIIe siècle à apparaître, à conquérir tout le bassin méditerranéen, à avoir une grosse influence sur, on va dire, du Maghreb jusqu'en Turquie. L'Empire ottoman, donc c'est l'Empire turc. Ok, en Syrie, en Irak, en Israël. Je dis pas même pas le Liban et la Jordanie. Je vais vous expliquer pourquoi. Même la Tunisie, même la Libye, tout ça, ce sont des pays qui n'existaient pas. Ce sont des pays, d'ailleurs la Tunisie a eu son indépendance que très récemment, il y a une soixantaine d'années, tout simplement parce que ce sont des pays qui n'existaient pas. Le Liban n'existait pas, la Syrie n'existait pas. Regardez l'histoire, pour tous les imbéciles je répète, qui se gavent de TikTok, qui se gavent de YouTube, pas bon, parce que sur YouTube il y a des bonnes choses aussi, mais on sait pas, si on n'a pas de connaissances, c'est difficile de faire le tri sur YouTube de ce qui est juste, ce qui est faux, malheureusement. Mais quand on connaît vraiment l'histoire du monde, c'est pas du sionisme, c'est l'histoire telle qu'elle est. On sait très bien que finalement il n'y a jamais eu de pays en Afrique du Nord, à part le royaume du Maroc, en Afrique du Nord et dans ce qu'on appelle le Middle East, le Proche-Orient. Il y avait ce qu'on appelle des beys,
eh ben, c'était des sultans, des dirigeants qui étaient nommés par le roi, par le roi turc, et qui, au fur des siècles, pendant les siècles, ont dirigé de façon locale les populations locales. Je vous rappelle quand même que les populations arabes ne vivent pas suivant des modèles d'État, mais suivant des modèles tribaux, d'accord, suivant des tribus. Que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, que ce soit comment dire, en Libye, et puis en Syrie, on n'en parle pas, le Liban d'aujourd'hui, la Jordanie d'aujourd'hui, tout ça, c'était pas des pays, c'était tout simplement des contrées où il n'y avait pas de pays, même la terre d'Israël, qui était sous le joug d'un bey turc. Il y a beaucoup d'histoires, il y a encore avant le mandat britannique, il y avait ce qu'on appelle, jusqu'en 14-18, il y avait la guerre de 14-18 où les Turcs ont perdu la guerre, ils étaient du mauvais côté de l'Alliance. Il y avait ce qu'on appelle des beys, à savoir des sultans, je sais pas comment on appelle ça, des dirigeants locaux nommés par l'empereur pour diriger les régions dans lesquelles ils étaient. La Jordanie, le Liban, la Syrie étaient des tribus nomades, semi-nomades, euh, très peu étaient, on va dire, dans des villes, même si Damas est une ville très très ancienne, il y avait quelques villes, mais la plupart du temps, ce sont des bergers, des agriculteurs, des gens qui vivent suivant des familles. Jusqu'à aujourd'hui, même ce qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens, il n'y a jamais eu d'État palestinien. Regardez l'histoire telle qu'elle est vraiment, pas ce qu'on vous raconte comme salade. Ok, il n'y a jamais eu les Palestiniens d'aujourd'hui, c'est un mélange de Syriens d'aujourd'hui, hein, de Libanais, de Jordaniens, d'Égyptiens. Il y en a même qui sont venus du Maghreb. Ok, il y a un Arabe un jour, un chauffeur de taxi qui m'a dit qu'il venait d'une façon à l'origine. Son arrière-grand-père venait de Tunisie parce qu'il n'y avait pas de travail en Tunisie. À l'époque, les premiers juifs qui revenaient en Eretz Israël, au début du XXe siècle, on avait fait un appel d'offres dans les pays arabes pour venir les aider à reconstruire la terre d'Israël. Et donc, il y a beaucoup d'ouvriers arabes qui sont venus d'un peu partout dans le monde, enfin, dans le monde arabe, pour commencer à construire les villes comme Tel Aviv et autres. Donc ça, il faut le savoir. Et finalement, jusqu'à aujourd'hui, ils marchent. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à s'unir. C'est pour ça qu'il y a tellement de guerres euh, au sein de ces peuples-là, même si ce n'est pas vraiment des peuples, ce sont des tribus, puisque ils n'ont pas dans leur esprit, on va dire, la notion d'État. Ce sont des tribus et des familles. Jusqu'à aujourd'hui, si vous allez dans Jérusalem-Est, vous verrez qu'il y a tous les jours des assassinats, tous les jours des coups de couteau, des coups de pistolet, entre eux, je ne parle pas de Tsahal du tout, ni de la police, pas du tout, entre eux, tout simplement parce qu'ils sont tout le temps en guerre entre clans. Le clan de la drogue, le clan des voleurs de voitures, les clans des bouchers, le clan des... je sais pas, ils sont tous ce sont des familles parfois qui s'unissent par des mariages. En général, ils se marient entre eux, mais parfois ils s'unissent aussi par le biais de mariage, c'est plus rare. En général, ils préfèrent se marier entre eux, c'est des clans de milliers de gens. Et dès qu'il y a un petit problème, on s'entretue très facilement. Moi qui travaille dans un hôpital, je peux vous dire qu'on en reçoit toutes les semaines des jeunes hommes blessés par couteau, par balle, etc. Parce qu'ils sont tout le temps en conflit les uns avec les autres. Ok, donc pourquoi? Parce que tout simplement parce qu'il n'y a pas de notion là-bas d'État, il n'y a pas de notion de peuple. Les États locaux qu'on connaît aujourd'hui ont été créés après 14-18, donc quand les alliés occidentaux ont gagné la guerre jusqu'au Moyen-Orient, donc la Seconde Guerre mondiale. Ils ont pris un papier, un stylo et ils ont tracé des frontières, ils ont tracé des pays, de façon des pays qui n'existaient pas à la base, comme le Liban, comme la Syrie, qui était aussi une région tribale, la Jordanie, qui a été donnée à un des, on va dire, un des cousins de la famille Hussein d'Arabie Saoudite, ok, et ce sont des tribus bédouines, il faut le rappeler, les bédouins ne sont pas des gens qui sont qui s'assoient, si on peut dire comme ça, à une place fixe au niveau géographique. Ce sont des gens toujours qui bougent, mais ils se sont modernisés, ils ont créé des pays par le biais évidemment des Anglais surtout et des Français qui se sont partagés le Moyen-Orient. Si on peut dire comme ça, les Anglais ont pris la terre d'Israël, ont créé la Jordanie, d'accord. Les pays nord-africains comme la Tunisie ont eu leur indépendance après la guerre. La Syrie et le Liban, pour faire simple, ont été pris dans la main des Français.
Ils ont créé donc, sans se soucier des tribus locales, sans se soucier des conflits locaux, ok, ils ont créé des pays qui n'existaient pas là-bas. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, le Liban est chaotique, même si dans les années 70, ça allait à peu près, mais très vite, il y a eu des guerres intestines entre chrétiens et sunnites, entre chrétiens druzes et ce qu'on appelle les Palestiniens, les musulmans sunnites et chiites, etc. Une vraie salade, comme on sait bien la faire, on fait de très bonnes salades au Moyen-Orient. Donc ça se massacre à tour de bras depuis les années 70 au Liban. En Syrie, famille Assad, a pris le pouvoir depuis 58 ans. Et ce qu'on appelle des Alaouis. Les Alaouis sont des chiites, ok, une branche du chiisme qui n'est pas les sunnites, ils se détestent entre eux, et on va dire, créer un pays dictatorial où les minorités sont, alors ça dépend lesquelles, mais certaines minorités, on va dire, sont sous le joug et la violence de l'État. Ok, c'est pareil en Jordanie, avec le roi de Jordanie, qui était le plus grand massacreur de Palestiniens de la planète, puisque pour ceux qui ne savent pas, ceux qui n'ont pas de connaissances, je vous rappelle que dans les années 70, Septembre Noir, regardez sur Google, Septembre Noir, ils ont tué, je crois, 30 000 ou 40 000 dits Palestiniens en 2 jours. Un truc comme ça, ce qu'Israël n'a jamais fait, ne se permettra jamais de faire. Donc après, on vient de nous enseigner la morale, soi-disant, et finalement, évidemment, regarde-toi dans un miroir avant de critiquer qui que ce soit, puisque aussi, on nous traite de colons, alors qu'il n'y a pas plus colons et plus colonialistes que les Anglais et les Français. Je vous le rappelle que la France quand même colonise une grande partie de l'Afrique, même s'ils ont lâché prise ces dernières années. Mais jusqu'à aujourd'hui, la France est un pays colon, puisque toutes les Antilles françaises, la Nouvelle-Calédonie, il y a des pays, il y a des territoires, ce qu'on appelle les dom-tom, n'ont rien à voir avec la France. Rien à voir avec la France historique. C'est des terres qui ont été prises très loin au-delà des frontières. C'est pas comme l'Alsace-Lorraine. Très loin au-delà, Tahiti, qu'on appelle la Polynésie française. Finalement, la France, jusqu'à aujourd'hui, est un pays colonisateur, d'accord, et a sous son joug des populations qui ne ressemblent pas vraiment physiquement à des Gaulois, puisque les autochtones en Nouvelle-Calédonie ressemblent plutôt à des Papous, ok. Aux Antilles, ce sont plutôt des ancêtres d'esclaves africains qu'on a importés là-bas pour la culture, entre autres de la canne à sucre, etc., etc. Et puis la Polynésie française a beaucoup servi aussi pour des essais nucléaires à la France, et on va dire sont des endroits géostratégiques pour l'armée française, pour avoir une place aussi dans le Pacifique. Donc vous voyez très bien que le monde entier, les Anglais aussi c'est pareil. Donc vous voyez bien que finalement les Anglais et les Français sont les plus gros colons de la Terre, puisque l'influence anglaise, le Commonwealth, va jusqu'en Australie, donc pratiquement jusqu'aux côtes du Pacifique. Donc finalement, tous ces pays-là ont commencé, après la Seconde Guerre mondiale, tout doucement, à perdre des colonies, tout doucement. Et pour faire vite, ce qui se passe actuellement en Syrie, c'est une chose énorme. Mis à part que ça a un rapport avec la rédemption du peuple juif sur sa terre, puisque un des plus grands axes, on va dire, de la criminalité et le plus grand axe on va dire, ennemi de l'État d'Israël actuellement, c'était l'axe chiite, donc iranien, qui avait un couloir sans obstruction de l'Iran en passant par l'Irak, depuis Saddam Hussein qui est tombé, qui est une grosse erreur d'avoir fait tomber Saddam Hussein, en passant par l'Irak, la Syrie et jusqu'au Liban, il y avait une influence iranienne jusqu'au Liban. Pourquoi? Pour avoir d'abord une mainmise géostratégique par rapport aux sunnites de la région, et aussi avoir un accès plus facile pour faire des misères au peuple juif qui rentre sur sa terre. Je vous rappelle la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, etc. L'armée syrienne nous a fait beaucoup de dégâts. On a gagné les guerres, mais au prix de beaucoup, malheureusement, de pertes aussi. Voilà.
Donc s'ils avaient gagné la guerre, on ne serait plus là, je ne serais même pas là à vous parler aujourd'hui de Jérusalem, quoi, donc de proche de Jérusalem, puisque les Syriens sont des sauvages. Ok, et on a vu ce qui s'est passé entre eux. Pendant ils ont tué, on parle de 500 000 morts depuis 1900, si je crois 1900, pas 1900, depuis 2000, 2019, la guerre civile en Syrie, on parle pratiquement de 500 000 morts, d'accord, entre eux. Donc imaginez ce qu'ils auraient pu faire aux Juifs. Voilà. C'est toujours mieux quand on fait ça aux Juifs, on fait ça encore plus fort. Hein, couper des têtes, violer des femmes. On a vu le 7 octobre ce qui s'est passé. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de tout ça dans un cours de Torah? Tout simplement pour vous faire comprendre que euh, même si ceux qui ont remplacé aujourd'hui le régime chiite ne sont pas du tout des saints, ce sont des djihadistes. Alors il y a des plus extrêmes et des moins extrêmes, d'accord? Mais il faut comprendre que il y a déjà euh, un des grands axes du mal qui est tombé. Ça a été remplacé par des djihadistes qui sont organisés, mais aussi très désorganisés, d'accord? Puisque ce sont plusieurs groupuscules, c'est pas une armée qui était contre le régime d'Assad, c'est plusieurs groupuscules. Donc on va voir ce que ça va donner, c'est pas évident, d'accord? Mais déjà, que l'axe chiite soit tombé, c'est déjà extraordinaire. Où est-ce que va, quand on parle, on revient au parachiote, où est-ce que Yaakov va chercher à Haran, donc ses épouses, Rachel et Léa, il va les chercher dans ce qu'on appelle à peu près l'Irak d'aujourd'hui, c'est pas très clair, Haran, c'est Syrie, Irak, comme ça, en fait dans cette région-là. Pourquoi il va les sortir justement de cet axe, qui a toujours été un axe extrêmement problématique. Aujourd'hui, c'est un axe qui est en train, on va dire, de s'effriter, d'accord? Et une chose très importante, c'est la fin de l'hégémonie occidentale sur le Moyen-Orient, puisque ce qui se passe actuellement, c'est la destruction de, finalement, l'après-Seconde Guerre mondiale. Ils ont construit, donc, une influence, les Anglais et les Français, sur le Moyen-Orient. Avec l'indépendance de l'État d'Israël en 1948, aujourd'hui la destruction d'un axe qui était très bien reçu à l'Élysée et ailleurs, hein, l'axe Assad, malgré le fait qu'ils savent que ce sont des bandits, etc., finalement, on va dire, l'influence de l'Occident sur le Moyen-Orient est en train de s'effriter, voire de tomber. Pourquoi? Parce que c'est clair que les djihadistes, les salafistes qui ont pris le pouvoir aujourd'hui en Syrie, n'écouteront absolument pas l'Occident. D'accord? Je ne crois pas. Ce sont des grands ennemis de l'Occident. Ils rêvent de transformer la France et l'Angleterre et l'Allemagne en pays salafistes et musulmans. C'est leur but. Donc c'est pas du tout. Le dialogue va être très compliqué. Beaucoup plus compliqué d'ailleurs qu'avec la famille Assad, qui était, on va dire, même si c'était des grands bandits et dictateurs, pour des raisons d'intérêt, on peut encore s'arranger. Mais eux, non. Eux, ce sont des fous furieux, ce sont des extrémistes musulmans avec qui le dialogue est très compliqué. Et le dialogue qu'ils comprennent, c'est la force uniquement. Donc peut-être que finalement, on va encore rentrer dans une guerre. Mais déjà, comme on dit en hébreu, para, à savoir une chose après l'autre. Donc, qu'est-ce que je reprends la paracha? Qu'est-ce qu'il va faire les parachotes de la qui sont là, donc Vaishlar et la paracha qui va venir cette semaine et Vayetse. Yaakov va chercher Rachel et Léa dans cette contrée-là très problématique, même à l'époque biblique. Ok, pourquoi? Parce qu'il va il va sortir ces deux femmes qui sont des saintes, si on peut dire comme ça, de l'emprise, des griffes, on va dire, de l'axe du mal déjà qui existait à l'époque. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, et il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, qui était Lavan. Donc Lavan, le père de Rachel et Léa, pour ceux qui ne savent pas. Lavan était le plus grand sorcier, si on peut dire comme ça, de l'époque. Il connaissait toutes les sorcelleries possibles et inimaginables qui étaient possibles à faire suivant les forces qu'il y avait à l'époque encore, qui étaient très fortes dans le monde, et a utilisé, on va dire, utiliser sa force qui vient de l'impureté, pour garder chez lui ces deux filles, ok, qui étaient, on va dire, qui vont être les mères des 12 tribus, les mères d'Israël. Donc Yaakov va y aller, Lavan veut dire blanc en hébreu,
il va aller voir Lavan, et Lavan est le roi de l'hypocrisie. Il va le recevoir avec des embrassades, etc., mais il va essayer de le rouler. Jacob voulait se marier d'abord avec Rachel, mais finalement on va lui donner Léa qui est l'aînée. Il va y avoir beaucoup de... Donc il va travailler plus 14 ans au lieu de 7 ans. Bref, Lavan ne va pas va l'empêcher de sortir, et va l'empêcher finalement de rentrer en Eretz Israël avec ses enfants et ses richesses. Et c'est toute l'histoire finalement du peuple juif qui part en exil. Yaakov va donc en exil, et pour revenir, il va avoir beaucoup de difficultés. Quelle est la première difficulté? Déjà, un très grand effort à faire, ne pas tomber aussi dans cette impureté du monde de Lavan, de ce monde hypocrite, où finalement on te sourit, et puis dans le dos est caché un couteau. D'accord? C'est le beau-père de Yaakov, qui va tout faire pour que finalement Yaakov va être obligé de faire un acte tordu, si on peut dire comme ça, pour pouvoir se libérer finalement de cette personne qui faisait, entre autres, je vous donne un exemple, un des paganismes qui se faisait, c'était égorger, donc sacrifier des êtres humains, des jeunes hommes premiers-nés, d'accord? Il les embaumait, et par des actes de sorcellerie, il faisait parler les morts. Un truc inimaginable, pourri jusque derrière les oreilles, un truc monstrueux. Des actes qu'on retrouve d'ailleurs même ailleurs dans le monde, même en Extrême-Orient. Ce sont des actes de sorcellerie qui sont extrêmement dangereux, extrêmement graves, évidemment au vu du Créateur. Finalement, pourquoi ces actes-là? Et c'est très intéressant. C'est qui Lavan? C'est celui qui a peur du futur. Pourquoi il faisait ces actes de sorcellerie-là? Pour justement faire parler les morts, pour lui dire l'avenir. De quoi avait peur Lavan? L'avenir. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune comment dire, foi dans le lendemain. Il fallait absolument qu'il sache qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain et dans une semaine. Donc évidemment, c'était toujours limité, mais cet acte de sorcellerie marchait malgré tout, de façon relative, mais ça marchait quand même. Donc finalement, on apprend une chose de ça, c'est le manque de foi. De ne pas laisser finalement son destin aussi, nous on doit faire ce qu'il faut dans ce monde-là, mais ne pas laisser aussi son destin dans les mains du Créateur. J'ai besoin de savoir ce qu'il va y avoir demain, j'ai peur du lendemain, j'ai peur de faire ci, j'ai peur de faire ça. C'est exactement, Lavan représente aussi aujourd'hui le monde occidental, à savoir le monde qui a besoin de créer une zone de confort, on va dire psychologique, philosophique, et nous sommes les maîtres du monde. Nous avons la mainmise sur la technologie, et c'est pareil en Israël. Aujourd'hui, je parle de la mentalité occidentale qui existe aussi en Israël, et c'est de ça aussi qu'on doit sortir, à savoir que c'est important la technologie, c'est important aussi évidemment de faire les choses, de pas être de façon, on n'est pas dans une attitude où on fait rien. Non, on fait les choses, mais rajouter à ça quand même une part de émouna, une part de foi, et être, on va dire, et savoir et comprendre que finalement, les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait, et c'est bien ainsi. Et les choses finalement nous dépassent, et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Et c'est de là qu'on doit sortir actuellement, et c'est de là qu'a dû sortir Yaakov. Que va faire Yaakov quand il va rencontrer son frère Esav, quand il va revenir en chemin vers la terre d'Israël? Il va rencontrer donc son frère Esav, dont il a assez peur, puisqu'il se dit j'ai fui à l'époque, il va vouloir me faire la peau parce que je lui ai pris son droit d'aînesse, et il avait raison de le faire, d'accord? Parce que Esav était un voyou. Et finalement, il va se prosterner, et devant Esav, finalement, ça va se passer pas trop mal, apparemment. Il est quand même Esav venu avec 400 hommes, parce qu'il voulait liquider on va dire, la famille de Yaakov, c'est pour ça qu'il a séparé la famille en deux. Et regardez, quand même, lisez les textes, et vous allez voir que finalement, ça se passe apparemment pas trop mal. Et je dis bien apparemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette histoire-là de Yaakov qui revient sur la terre, est l'histoire d'Israël, finalement, les retours d'Israël sur sa terre, de façon historique. Qui on va rencontrer, nous, dans notre génération, quand on va revenir sur la terre d'Israël? Le mandat britannique. Qui est le mandat britannique? Esav, à savoir le monde occidental. Esav représentant le monde occidental. Comment s'appelle aussi Esav dans la Torah? Édom, rouge. D'ailleurs, vous remarquerez que sur la plupart des drapeaux occidentaux,
on parle des pays occidentaux de l'Ouest, il y a du rouge. Les Anglais, les Français, les Américains, les Allemands, d'accord? Il y a beaucoup de rouge dans les drapeaux, et ils savent, ça s'appelle aussi Edom, le rouge. Donc c'est pas un hasard. Qui on va rencontrer quand on rentre? Je viens de le dire, Esav. Une partie de Esav, à savoir le mandat britannique, les Anglais. Les Anglais qui vont être à peu près sympas, il y en a qui vont être plus sympas que d'autres, ok, mais finalement ça va mal se passer, parce que finalement les Anglais vont nous trahir, et on va devoir être obligé de rentrer en guerre contre les Anglais quand on vient en Eretz Israël, et ça va être une longue guerre très sanglante, où les Anglais se sont comportés de façon terrible, ils ont pendu des jeunes hommes, ils ont torturé des adolescents, ils ont assassiné beaucoup d'opposants, finalement on a quand même eu l'indépendance, et depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, l'État d'Israël est encore en guerre face à une autre clipa, face à une autre, on va dire, force qui essaye d'empêcher l'histoire de se faire, à savoir le monde musulman. Sauf que, il y a marqué qu'à la fin des temps, les musulmans, donc l'islam, une grande partie de l'islam fera tchouva. Finalement, ils vont comprendre, parce que ce sont des croyants, ils vont comprendre que finalement le retour d'Israël est aussi bon pour eux, ok, puisqu'ils sont aussi, malgré tout, des descendants d'Avram, qui va devenir Abraham aussi, et finalement, ils finiront par faire la paix avec nous. Quel est le plus grand empêcheur de retour d'Israël sur sa terre? C'est l'Occident. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible, il raconte des bêtises celui-là. Israël est armé par les États-Unis, on le sait, même s'il y a une industrie militaire en Israël, mais vous voyez bien que tout ça c'est un jeu d'hypocrite. Pourquoi? Parce que d'un côté c'est vrai, les Américains, d'abord les Français nous ont aidés, ok, avant, jusqu'à la guerre des 6 jours, c'est les Français qui nous ont aidés, puisque la guerre des 6 jours, on l'a faite avec des mirages français. Mais après, on a changé on va dire, de fournisseurs, ce sont les Américains. Pourquoi? Parce que chacun avait envie d'avoir une influence, ok, au Moyen-Orient. Finalement, De Gaulle a préféré s'allier aux Arabes, s'allier aux musulmans, pour des raisons évidemment économiques et évidemment de pétrole, puisque l'argent parle avant, on va dire, la vérité. Donc, De Gaulle a trahi Israël, entre autres, je vous rappelle l'affaire des vedettes de Cherbourg, qu'Israël avait acheté, payé des vedettes militaires fabriquées par la France. De Gaulle a empêché de les donner à Israël, malgré le fait qu'on les ait payés. Finalement, on les a pas volés, on a été les chercher parce qu'ils nous les livraient pas. Donc on a été les voler, si on peut dire, mais c'est pas volé, puisqu'on avait payé les vedettes, c'était à nous, mais pour des raisons politiques, ils avaient bloqué l'arrivée des vedettes en Israël. Donc vous voyez qu'il y a toujours un jeu avec le monde des saves, de toujours, je te souris, mais en même temps, je te donne un coup de couteau dans le dos. Pareil actuellement, avec la guerre qu'on mène depuis le 7 octobre, mais pas que, mais même depuis bien avant, d'un côté, l'Occident nous dit on est avec vous, d'un autre côté, on veut aussi notre influence, on veut aussi que finalement le Moyen-Orient, par le biais d'Israël, ait un visage occidental. Je vous le rappelle, les accords de Camp David pour donner une grande partie, redonner le Sinaï alors qu'on avait gagné la guerre la guerre de Kippour, avec l'époque de Begin, qui malheureusement, et on le savait, a permis d'armer le Hamas pendant des années, d'accord, puisque toutes les armes passent par le Soudan via les côtes du Sinaï et des distributions par camion dans le Sinaï jusqu'à la bande de Gaza, avec évidemment des officiers de l'armée égyptienne qui ferment les yeux sur les livraisons et reçoivent des bakchiches, parce que ça marche comme ça au Moyen-Orient. Et en fait, le Sinaï, même si on a fait soi-disant une paix avec les Égyptiens, finalement les Égyptiens nous ont trahis aussi, puisque même si on a un accord de paix avec eux, ils ont permis ouvertement, on le sait aujourd'hui, très bien, d'avoir armé les plus grands ennemis d'Israël, à savoir le Hamas, qui a trouvé une indépendance il y a une vingtaine d'années, malheureusement, à cause de Sharon, sur la bande de Gaza. Ils nous ont pourri la vie, et au lieu de construire là-bas un petit jardin d'Éden, ils ont construit la plus grande base terroriste du Moyen-Orient. Plus tard, les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, c'est pareil. Ils voulaient créer un État palestinien avec un peuple qui n'existe pas. Okay, je vous rappelle que Arafat, le grand leader de la cause palestinienne, est né au Caire. Donc rien à voir, de quoi tu parles, d'accord? Et lui-même, plusieurs fois, ne s'est pas du tout caché de dire que la cause palestinienne est la création de la Ligue arabe pour éviter, pour contrer, on va dire, l'influence occidentale par le biais d'Israël
au Moyen-Orient et que finalement le peuple palestinien n'existe pas parce que lui-même, leur grand leader, n'est pas né en Israël, il est né au Caire et que finalement ils ont poussé des populations jusqu'en 67 à venir s'installer en Jordanie et en Judée-Samarie pour contrer le petit Israël qui était en train de se remettre en place après 2000 ans d'exil. Donc finalement, vous voyez que finalement c'est très important de connaître l'histoire du Moyen-Orient et de comprendre ce qui se passe. Que finalement, toutes les difficultés que nous rencontrons sont les difficultés que Yaakov a rencontrées en allant chercher, on va dire, les étincelles de Gdusha, les étincelles de sainteté qu'il y avait chez Lavan, donc dans le monde occidental. On va retrouver un des plus grands ennemis d'Israël, Amalek, lors de la sortie d'Égypte, puisque je vous rappelle que le peuple d'Amalek est un descendant, Amalek est un descendant lui-même de Esav, son arrière-grand-père, d'accord, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc le peuple Amalek, c'est le premier qui va attaquer le peuple juif quand il sort d'Égypte, d'accord. On va retrouver un Amalécite dans le personnage à l'époque de Purim, ok, face à Mordechai, avec Aman, etc., etc. Toute l'histoire d'Israël, finalement, c'est un combat face à deux mondes. Non pas l'Extrême-Orient, et qu'on n'a pas de problème, les Indiens, les Chinois, on n'a pas de problème, mais avec deux mondes, l'islam et l'Occident, l'Occident nous donne des bisous, nous donne des câlins, d'accord, et d'un autre côté, il nous plante un couteau dans le dos à chaque fois, dès qu'on ne va pas exactement comme eux, ils voudraient que la tournure des événements se passe. Donc, récemment, Biden a fait des embargos sur la livraison d'armes à Israël en pleine guerre. Quand on est ami avec un pays, on ne fait pas un embargo sur les armes d'un pays qui est en guerre, qui essaie de se battre et de détruire toutes les forces qui essayent de l'anéantir. C'est pas logique. Ben pourtant, c'est ce que les Américains ont fait. On verra avec Trump, s'il arrive à monter au pouvoir, si le Deep State ne l'empêche pas de monter au pouvoir par une troisième guerre mondiale ou par un assassinat que Dieu préserve. Je ne saute pas Trump parce que moi je l'aime bien, il est sympa, d'accord. On verra bien. En tout cas, c'est pas fait. On verra ce qui se passera. Mais il faut comprendre une chose. Et là, je vais terminer. Il faut comprendre que pour pouvoir comprendre ce qui se passe actuellement, il faut connaître un peu la Torah, même beaucoup, et aussi comprendre la géopolitique et l'histoire du Moyen-Orient et même du monde pour comprendre en fait qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qui est en train de se passer. En gros, la fin de l'influence occidentale sur le Moyen-Orient, la Syrie en est déjà un exemple, j'ai expliqué pourquoi. Israël, qui est en train de redevenir Israël, va être de plus en plus indépendante, peut-être aidée par Trump, ok, sûrement, s'il passe au pouvoir, mais de toute façon, la rédemption va passer surtout par le dévoilement du Mashiach, qui va prendre, le Mashiach est un homme de chair et de sang, c'est pas un ange, qui va prendre le pouvoir en Israël et qui va rendre indépendant l'État d'Israël de façon politique et spirituelle, et va nous amener à la reconstruction du troisième temple, qui est pour le bien de l'humanité, il n'est pas que pour nous. Ok, il y a des millions d'évangélistes dans le monde qui rêvent que le troisième temple soit reconstruit. Bon, pour d'autres raisons aussi, ils ont aussi leurs problèmes, ils ont aussi leur façon de voir le monde, mais tout ça va s'effriter, et tout ça, le maître du monde va calmer tout le monde par des événements qui ne vont que commencer. C'est-à-dire que ceux qui croient que le Mashiach va se dévoiler là maintenant, vous vous trompez. D'accord? Il va se dévoiler, mais il y a encore un processus historique, ok, qui est en cours. Et je veux pas faire peur à personne, mais après l'effondrement du monde musulman, ce qui est en train de se passer actuellement, d'accord, c'est-à-dire que le monde musulman est en ébullition, d'accord, il y a beaucoup de choses qui se passent, ok, c'est pas un effondrement dans le sens où ils vont mourir, c'est pas de ça qu'on parle, mais un effondrement au niveau des mentalités, des changements géopolitiques qui se passent actuellement au Moyen-Orient. Il va y avoir aussi de grands changements, aussi en Occident, peut-être une crise même économique terrible, qui va remettre en question la façon dont l'Occident est construit et a pensé jusqu'à aujourd'hui. Ça peut passer par Trump, ça peut passer par un nouveau président en France, je ne sais pas. En tout cas, l'Occident de la rédemption finale n'est pas l'Occident que vous connaissez actuellement. Il va y avoir des remous, il va y avoir des changements, peut-être une très grande guerre, peut-être pas, peut-être une guerre juste économique, un effondrement économique, je ne sais pas. Tout ça, c'est très très possible. Et aussi, n'oubliez jamais qu'un juif n'a rien à faire en diaspora et qu'aujourd'hui, le maître du monde fera en sorte que, par des pressions économiques, des pressions d'antisémitisme, fera en sorte
qu'il y ait un réveil pour une majorité des Juifs, et qu'ils comprennent que finalement ils n'auront pas le choix que de revenir en Eretz Israël, parce que c'est leur destin et c'est leur histoire, malgré le fait que malheureusement il y a beaucoup d'assimilation, et que je ne veux pas, moi en tout cas en tant que personne qui a encore de la famille en France, je ne veux pas revoir un scénario de Shoah ou d'une sortie d'Égypte avec seulement 20% des gens qui sortent, comme ça s'est passé lors de la sortie d'Égypte, puisque je vous rappelle quand même qu'il y a un Talmud qui dit que même à la fin des temps, il n'y a que 20% des vrais juifs qui vont sortir sur Eretz Israël, et que le reste sera aussi oublié, perdu, anéanti dans l'histoire qui est en cours. Donc moi je veux pas voir un scénario comme ça, je veux que les gens se réveillent, je veux que les gens prennent conscience très profondément de la problématique dans laquelle on est, et j'ai pas besoin de vous dire, il suffit de regarder les nouvelles économiques, rentrez sur un site comme businessbourse.com, vous verrez combien la France, par exemple, et l'Europe de façon générale, mais la France particulièrement, est au bord du précipice, est au bord de la faillite, et peut-être qu'en France, très très bientôt, c'est peut-être la prochaine étape, on verra une très grande révolution comme il y a eu en Syrie, non pas forcément une révolution armée, mais peut-être une très grande révolution sociale, un soulèvement des populations par rapport au on en a marre d'avoir des dirigeants qui nous piétinent, qui nous humilient, et on veut aller vers autre chose. Je vous souhaite un Shabbat Shalom déjà, puisqu'on on est mercredi aujourd'hui, et les événements sont en cours, et on vit effectivement une période très intéressante, et beaucoup d'autres événements sont à venir. À très bientôt.